Sintra. Si vous ne connaissez pas cette ville portugaise, laissez-moi rectifier une ignorance parce que c'est l'un des plus beaux endroits que j'ai visités et c'est l'une des meilleures destinations voyage accessibles le temps d'un week-end. Savez-vous qu'ici se côtoient 4 châteaux de 4 époques différentes, témoins silencieux de la riche histoire qui a habité cette cité. C'est à seulement 45 minutes en train de Lisbonne, donc très facile d'accès, même sans voiture. Et pour la parisienne que je suis, 45 minutes de trajet, c'est juste mon trajet quotidien pour aller bosser. Donc c'est vraiment très surprenant de les visiter ces 4 châteaux, de constater leurs différences, alors qu'ils sont si proches les uns des autres. Je ne sais pas s'il existe d'autres endroits similaires dans le monde. Si vous en connaissez, écrivez-moi ça en commentaire. Mais je pense que c'est très rare. C'est pour cette raison que Sintra a attisé ma curiosité et que j'ai décidé de visiter 4 châteaux en une journée. Et c'est totalement faisable, j'en suis la preuve vivante. Non sans quelques séquelles. Purée, mais j'en peux plus là. Dans ce vlog, vous allez me voir grimper, suer et souffrir parce que j'ai décidé de tout faire à pied. On verra dans cette vidéo si j'y arrive. Pour vous donner un petit aperçu du parcours que j'ai prévu et aussi comment ça se passe pour les billets, tout ça, je vais vous faire un petit récap. Pour les billets, il faut tout réserver en avance. Comme ça, vous êtes tranquille. Des 4 châteaux que j'ai visités, un seul vous contraint à choisir un créneau horaire. C'est le Palais d'Apena, les autres vous y allez quand vous avez envie dans la journée. Donc je voulais prendre le train depuis Lisbonne tôt, dès le matin à 8h. Un aller ça coûte 2,40 € donc c'est vraiment pas cher. Arrivé à Sintra, j'ai prévu de me rendre au Château des Morts, sachant que c'est le plus haut en altitude, mais d'après le blog que j'avais lu, il faut 15 minutes depuis la gare pour y aller à pied. Donc j'étais pas inquiète. Ensuite, j'ai prévu d'aller au Palais d'Apena, qui est le plus proche des Châteaux des Morts, à 5 minutes à pied, toujours d'après ce blog, et c'est ce château qui impose un créneau horaire, donc si vous le ratez, c'est foutu. Donc moi, j'ai choisi 11h pour être large. C'est le château le plus coloré de cette sélection, le plus Walt Disney et le plus instagrammable. Ensuite, il sera sûrement l'heure de manger, donc on redescendra au centre-ville pour se restaurer. Ensuite, on visitera le château d'Are Galera, qui est le château gothique et romantique par excellence. Et pour finir, on visitera le Palais national de Sintra, qui possède 2 cheminées en forme de cône, très singulières, et qui est riche d'une très belle collection d'objets et de meubles portugais. Voilà pour le programme, j'ai tout réservé en avance. Voici le prix que coûtent les 4 châteaux. C'est très cher quand on décide d'en faire beaucoup, mais heureusement pour moi, je n'ai rien payé grâce aux partenaires de cette vidéo. Bonjour Lisbonne. Créé en 2014, le site internet est une référence pour les voyageurs francophones qui viennent visiter la capitale portugaise et ses alentours. Il propose des visites guidées, mais aussi une très longue liste d'endroits à ne pas manquer de visiter. Et personnellement, je l'ai aussi beaucoup utilisé pour repérer de super adresses de restaurants où je me suis régalée. Donc franchement, merci beaucoup. Départ à 8h05 du matin, arrivé à Sintra à 8h44, le temps était superbe malgré un peu de vent, donc heureusement que j'ai pensé à me couvrir. Je me suis dirigée vers la Câmara Copal de Sintra, l'hôtel de ville, magnifique, construite en 1906 par Adaes Bermudez, une des proéminentes figures de l'Art Nouveau au Portugal. Puis j'ai levé les yeux vers le Château des Morts, ma première destination, et je me rends compte que les 15 minutes que j'ai lues sur ce fameux blog ne me paraissent pas du tout réalistes. Sachez que si vous n'avez pas envie de faire l'ascension à pied, il y a une navette qui vous transporte, mais elle est très chère. 13,50 € par personne. Par contre, vous avez les trajets illimités pendant 24 heures. Mais comme je suis un rat, je monte à pied. Il est 8h51, je démarre mon ascension. Je croise de belles architectures sur le chemin, qui est dès le départ en pente. Je suis rassurée de voir que je ne suis pas la seule à m'essayer à cette ascension. Nous sommes le 2 novembre et je ne le savais pas. Et c'est le jour annuel du Sintra Trail Cruise Alta, un événement sportif organisé par la mairie de Sintra, destiné aux athlètes spécialisés en trail ainsi qu'aux amateurs de marche. 9h14, je commence à avoir besoin d'une pause pour souffler. 9h22, ma motivation commence à baisser parce que je monte la pente, mais je ne vois pas le sommet et j'ai peur de devoir continuer comme ça pendant encore 1 heure. Je n'ai aucune idée du temps qu'il faut pour monter et ça me stresse parce que j'ai un billet à heure fixe pour le Palais d'Apena et si je rate mon créneau, en fait potentiellement je peux pas visiter le 2e château. Par contre, l'avantage de faire cette ascension à pied, c'est que je peux vraiment profiter du paysage qui est somptueux. On se croirait dans une forêt de Miyazaki avec toute cette mousse partout. C'était un moment difficile physiquement, mais qu'est-ce que j'étais heureuse, qu'est-ce que je me sentais bien. Et si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Tout en vous faisant profiter de ce voyage, voici quelques mots sur le Château des Morts. Construit entre les 8e et 9e siècles, il est l'un des vestiges qui témoignent de la présence islamique dans la région. En effet, au 8e siècle, les Maures, qui désignent les musulmans peu importe d'où ils viennent, conquièrent le Portugal et y restent pendant près de 5 siècles, marquant à jamais la culture du pays, notamment à travers les emblématiques azulejos. Et l'écrivain portugais Adalberto Alves a dressé une liste de mots portugais dérivés de l'arabe dans le livre Le Portugal musulman, pour celles et ceux que ça intéresse. 9h50, j'aperçois enfin la porte d'entrée de la muraille. Donc il faut pas 15 minutes du centre-ville
pour y accéder, mais il faut bien 1 heure. Enfin, je vais pouvoir me balader tranquillement. Du moins, je le croyais. On est quand même sur une muraille militaire. Monter les marches n'est pas de tout repos, et les descendre non plus. J'imaginais à quel point je pourrais avoir mal si je tombais. Aujourd'hui, il ne reste que les murs défensifs, mais c'était autrefois un véritable château, continuellement amélioré et renforcé avec l'ajout de nouvelles tours et de nouvelles défenses. C'est en 1147 que le roi Afonso Henriques, fondateur du Portugal, lance l'assaut final pour reconquérir Lisbonne des Maures. Après la chute de Lisbonne, le château est finalement conquis par les chrétiens. C'est une période très célèbre dans l'histoire portugaise qu'on appelle la Reconquista. Au XVIe siècle, la monarchie catholique espagnole, à qui le Portugal appartient, ordonne même à tous les musulmans de quitter le territoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a très peu de musulmans au Portugal. D'après l'INE, il y aurait 0,42% de musulmans qui vivraient au Portugal, selon les statistiques de 2021. Puis, les innovations modernes et technologiques font que, peu à peu, on utilise moins le château des morts pour observer et défendre. Et au XVIIe siècle, le château est complètement abandonné. On le redécouvre au XIXe siècle, on le restaure pour permettre aux touristes de le visiter au XXe siècle, et voilà, aujourd'hui, je suis en train de vous faire une vidéo. On est récompensé par une vue à 360 degrés sur la région, où on aperçoit facilement le château d'Aregalera et le palais national de Sintra, un panorama à couper le souffle, et pour ma part, à donner le vertige. Ah oui, dernier petit détail, moi j'ai le vertige. Et ici, vraiment, si vous avez le vertige, ça se fait, hein. Mais vraiment, c'est chaud, quoi. Purée, mais j'en peux plus, là. Alors, ça vaut vraiment le coup, parce que la vue est juste incroyable. Mais putain, ah, j'ai mal aux cuisses. Faut être bien, faut être très sportif, hein, parce que j'ai l'impression que j'arrive au bout là. Donc la visite ça dure, franchement ça dure, on va dire, si on était à plat, ça durait 10 minutes. Mais comme on monte, ça fait genre au moins là 25 minutes là, je suis juste sur les murailles. Alors pour monter là... Alors, en réalité, ça fait seulement 10 minutes que je suis arrivée, mais mon père habite à Marseille, alors j'ai des excuses. J'avais prévu de rester 1 heure sur place, mais 15 minutes, ça m'a suffi pour prendre des photos, marcher le long de la muraille, regarder le paysage, et puis je suis fatiguée et j'ai mal partout. Prochaine destination, le palais d'Apéna. Donc, sur les blogs que j'ai lus, j'ai vu qu'il ne fallait que 5 minutes à pied entre les deux châteaux, mais vu la distance, j'ai un doute. Et puis ça, c'est toujours selon le même blog qui disait que du centre-ville de Sintra pour accéder au château des morts, il fallait 15 minutes. Donc est-ce que j'ai encore raison de lui faire confiance? Vais-je arriver à temps à 11h et ne pas rater mon créneau horaire? Il est 10h08 et j'entame la descente, qui est quand même plus facile que la montée, on va pas se mentir. Vous vous demandez peut-être comment je ne me perds pas dans cette forêt où Google Maps ne sert à rien car il n'y a pas de chemin sur la carte? Ne vous inquiétez pas, il y a des panneaux. 10h21. On rejoint la route et malheur, parce que je suis tellement fatiguée, j'ai l'impression que le panneau nous indique une petite route de forêt. Je pense honnêtement qu'il y a des chemins plus faciles que ceux que j'ai empruntés, mais franchement, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas où je vais. Je suis aveuglément le premier panneau que je croise sur ma route, et disons que j'aime l'aventure et foncer vers l'inconnu. Et tant pis si je brûle plus de calories que prévu. Donc je me retrouve vraiment dans la forêt, je suis aveuglément le petit sentier, mélangé à un peu de boue, en espérant que je suis bien sur le bon chemin et que je ne suis pas en train de me perdre. Et franchement, j'ai pas passé un si mauvais moment que ça. C'était très joli et c'est quand même plus agréable que de marcher sur du goudron. En plus, franchement, ça a pas duré longtemps, 8 minutes seulement. 10h29, on voit enfin le toit du château pointer le bout de son nez. Il était temps. Et je croyais être arrivée, mais en fait non. On est seulement à l'entrée de la montée pour aller au château. Moralité, regardez mes vidéos et ne croyez pas ce que vous lisez sur les blogs. C'est aussi ma première pause pipi de la journée et je trouvais que c'était très important de vous le dire maintenant. Au loin, je vois une navette et je réfléchis à succomber à la tentation. Malheureusement, la navette coûte 3 € par personne. Je l'avais pas pris en compte dans le billet. Je crois qu'il y a une demi-heure de marche. C'est une porte douce. Donc on va marcher. Il est 10h38, mais à 10h44, j'étais déjà arrivée. Donc n'écoutez pas non plus les conducteurs de navettes parce que 3 € pour faire 7 minutes de marche, c'est du vol. Après, si vous êtes influenceuse et que vous n'avez pas envie de transpirer, marcher pour monter jusque là-haut, parce que vous allez avoir envie de prendre de belles photos, bah au moins vous serez pas comme moi à ressembler à un phacochère
tout transpirant, devant l'un des châteaux les plus instagrammables du monde qui plus est. Effectivement, le château est magnifique, caractérisé par ses couleurs vives de jaune et de rouge. À l'origine, il s'agissait d'un monastère de l'ordre de Saint-Jérôme construit au XVe siècle, mais tombé en ruine suite au tremblement de terre de 1755. Puis l'ordre est dissous en 1838 et c'est ainsi que le monastère est racheté en 1839 par Ferdinand II, d'origine germanique et également surnommé le roi artiste. Souhaitant en faire son palais d'été, le roi confie la tâche de la construction au baron Ludwig von Exberg, un minéralogiste allemand qui a vécu 28 ans au Portugal, et tous les deux, ils se font un gros kiff. Ils mélangent plein de courants différents de l'architecture, et comme on est au 19e siècle et qu'on est en plein dans le romantisme, et ben plus ce sera exagéré et onirique, plus on aime ça. Ils mélangent de l'architecture mauresque, baroque, gothique, renaissance et manuélien. Parce que, pourquoi choisir ? Il conserve toutefois quelques parties de l'ancien monastère. Mais pas de bol, le château achève sa construction l'année de la mort du roi en 1885, qui n'aura donc pas vraiment eu le temps d'en profiter. On accède à la cour intérieure dominée par un arc de Triton, mi-homme, mi-poisson, décoré de détails néo-manuélins et de néo-romantisme. J'ai donc commencé la queue à 10h52. J'étais vraiment pile à l'heure, malgré toutes mes péripéties. Ça y est, il est 11h, j'avance doucement dans la queue, et j'ai déjà hâte d'en sortir. Il y a beaucoup de monde, et apparemment ici c'est toute l'année que c'est touristique. Ça change radicalement du château des morts, où je réalise en fait qu'il n'y avait pas grand monde. Et j'ai détesté cette visite. D'abord parce que c'est une visite couloir, vous ne vous déplacez pas librement, vous restez à la queue leu-leu tout le long du parcours. Et moi je déteste devoir m'adapter au rythme des gens que je ne connais pas, devoir m'arrêter derrière eux parce qu'ils prennent une photo. J'ai même doublé des gens pour aller plus vite. Et à part le fait que j'ai passé un désagréable moment, les collections sont quand même très belles. L'intérieur du palais se divise en différentes pièces, uniques en leur genre. La salle arabe, comme son nom l'indique, présente ainsi des fresques et autres ornements inspirés de l'Orient. Le mobilier est magnifique, j'ai adoré ce lit où sont sculptés à travers le bois des petits cœurs. Évidemment, on sait très bien ce que les gens auraient dû y faire à l'époque, les petits coquinous, mais peut-être que du coup il n'a jamais servi, et ça c'est très triste. J'ai vu aussi des lustres somptueux, les plus beaux que j'ai vus de ma vie je pense, et voilà, que dire de plus, vous voyez tout à l'écran, c'est vraiment dommage qu'il y ait tant de monde. Et voilà, fin du parcours de visite payant. Heureusement, il y a une partie visite libre et gratuite qui permet de voir le château depuis l'extérieur, de se promener et de prendre son temps. On peut en faire le tour et admirer la vue imprenable sur... je sais pas sur quoi, et puis franchement je m'en fous, mais c'est un très beau paysage en tout cas. Ah là là, c'est le vertige absolu là. Parce que... Mais le pire, c'est vraiment quand vous devez faire le tour du château. Attention, âme sensible, s'abstenir. Oh putain, le vertige là. Oh my god. Oh là là, my god. Ah, je vais mourir. Ah, je vais mourir. Ok. Par contre, c'est vraiment magnifique. Ça dure pas longtemps. Ça en vaut la peine. Tac. Ah ouais. Sartec. Le palais abrite plus de 80 hectares de jardin que je n'ai pas visité, sinon je n'aurais jamais eu le temps de faire les deux autres châteaux en une journée. Midi 10, c'est l'heure de redescendre pour aller manger. Mais franchement, j'ai tellement faim, je suis fatiguée. Désolée, mais je prends la navette. Le trajet en bus a duré 20 minutes, j'imagine même pas le temps que j'aurais mis si j'étais descendue à pied. Je me suis ensuite arrêtée dans la première pizzeria que j'ai trouvée, ni bonne ni mauvaise pour être honnête, on était servis en 10 minutes et au moins on avait le ventre plein. 13h43, c'est l'heure de visiter le troisième château de notre périple, le château d'Aregalera. Le château est vraiment à côté du centre-ville. En 10 minutes, on y était. Ce palais date lui aussi du 19e siècle. Ça m'a vraiment étonnée parce qu'il paraît plus ancien, comme s'il était impossible à dater, et c'est ce qui fait tout le charme de ce lieu. On dirait qu'il semble tout droit sorti d'un conte, avec la végétation, les petites grottes, les cascades et l'eau verte mousseuse me donnait l'impression d'être dans un lieu magique. Les références à l'alchimie, à la franc-maçonnerie et aux Templiers sont nombreuses, aussi bien dans l'architecture du palais que dans la conception du parc qui l'entoure. Une attraction à ne pas manquer ici, c'est vraiment le puits initiatique où il y a toujours la queue devant, mais ça va très vite. Moi, c'était 6 minutes d'attente. La tradition veut que l'on se prenne en photo devant et surtout que l'on touche l'entrée avant d'entrer, sinon ça porte malheur. L'architecture fait directement référence à la Divine Comédie de Dante, avec ses 9 paliers à descendre pour atteindre le fond, où repose une fresque de la croix des Templiers. Pareil, j'avais trop le vertige et j'avais trop peur de faire tomber mon téléphone pour filmer le fond.
De là, vous parcourez ensuite des galeries souterraines pour ensuite ressortir et continuer votre visite. Depuis ici, on aperçoit le château des Morts et le palais national de Sintra. Il y a un petit musée vraiment tout petit qui m'a pris littéralement 5 minutes à visiter, mais vous passerez le plus clair de votre visite à l'extérieur dans les jardins, donc il faut que vous ayez beau temps et ça vaut vraiment le coup car il y a énormément de petites architectures à découvrir. Et je précise que je suis la première à m'ennuyer de me promener dans les jardins et là, ce n'était pas du tout le cas. C'est personnellement le château que j'ai préféré visiter de la journée. 15h50. Ici, on a passé 2 heures à visiter ce palais. Maintenant, c'est l'heure de se diriger vers le dernier château de la journée, le palais national de Sintra. 8 minutes à pied plus tard, nous sommes devant ce palais qui est le moins impressionnant des châteaux à visiter ici, si l'on met de côté les 2 cheminées coniques hautes de 33 mètres qui sont les symboles de la ville et ses collections riche d'histoire. Datant très certainement du Xe ou du XIe siècle, la date restant incertaine, il s'agissait du palais des rois portugais dès l'époque de la reconquête chrétienne. Il n'a pas non plus été épargné par le tremblement de terre de 1755, mais il fut reconstruit à l'identique. On y retrouve des éléments d'architecture manuéline, puis Renaissance, et les nombreux azulejos présents ici en font la plus grande collection d'Europe. Si vous aimez les azulejos, je prépare pour plus tard une vidéo de ma visite du musée des azulejos à Lisbonne. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas la manquer. Devenu un musée en 1940, le palais a gardé une partie du mobilier du temps des derniers rois. C'est ici un voyage à travers 1000 ans d'histoire portugaise. L'abondance de gibier dans la région, la fraîcheur du climat durant les mois d'été ou le besoin de se protéger des épidémies de peste de la capitale ont fait du palais de Sintra une destination très prisée. Vous pouvez découvrir ici la salle des signes où toutes sortes d'événements étaient organisés et qui doit son nom évidemment aux panneaux octogonaux en bois du plafond où sont peints des signes. La date de leur exécution est inconnue, mais il pourrait remonter au XIVe siècle. À l'extérieur, la salle des hallebardiers est avant tout un espace architectural, résultat de constructions datant de différentes époques. La salle des blasons est la salle à ne pas manquer ici, expression ultime de l'idéal de la monarchie du roi Manuel Ier entre 1515 et 1518, son blason étant situé tout en haut de la coupole, dominant les 72 blasons des familles les plus importantes de la noblesse. C'est au XVIIIe siècle que les murs de cette salle ont été tapissés d'azulejos, représentant des scènes galantes. La chambre d'or, la garde-robe, la chapelle et bien d'autres sont à découvrir par vous-même le jour où vous viendrez visiter ce palais qui, certes de l'extérieur, n'est pas ragoûtant, mais dont l'intérieur est rempli de trésors. Cette vidéo touche à sa fin. Je compte sur vous pour liker cette vidéo, me commenter le château que vous avez préféré et vous abonner à mon compte si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater mes prochaines vidéos.